Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing de ce mardi 6 juin 2023, chers amis. Je suis ravi de vous retrouver en cette semaine décisive, mais décisive avant l'heure. Eh bien oui, elle est décisive avant l'heure. La vraie semaine décisive sur le plan des fondamentaux, c'est la semaine prochaine, avec la Réserve fédérale des États-Unis, avec la mise à jour de l'inflation. Mais voilà, eu égard à la fausse résurgence de l'affaire Binance. D'ailleurs, on va commencer par ça. On va parler de l'affaire Binance. Alors, je ne sais pas d'ailleurs comment vous dites. Certains disent Binance, d'autres disent Binance. Moi, j'ai envie de dire Binance. Je ne sais pas, Binance, ça ne me plaît pas. Bref, une semaine décisive avant l'heure sur le plan technique, car on y est. La zone frontière, la fameuse zone des 25 000, le marché y est revenu avec fracas au lendemain d'une session de liquidation de positions longues importantes. Et donc, le choix technique n'attendra pas la vraie semaine S, celle qui compte, à savoir la semaine du 12 au 14 juin, enfin la semaine prochaine, avec la Fed. Alors, on va parler de Binance. J'ai plein d'illustrations à vous montrer, mais je vous fais une petite intro quand même sur le sujet. C'est une fausse nouvelle, si vous voulez. Pourquoi? Parce que il n'y a rien de nouveau. Enfin si, mais Binance est déjà sous le coup de poursuites judiciaire par la CFTC aux États-Unis. Et là, donc, vous découvrez depuis hier, devant un tribunal, je crois, de Washington, cette fois-ci, la SEC, S-E-C, la SEC, poursuit Binance. Mais qu'est-ce que c'est que ce petit beau monde? C'est la même affaire. Ce sont les mêmes gens. En fait, aux États-Unis, la SEC, c'est l'équivalent de l'AMF en France. La SEC, voilà, c'est l'autorité des marchés financiers. La CFTC, c'est l'antenne de la SEC qui régule les contrats à terme, marché des options, marché des futurs notamment. Donc c'est le même monde, c'est le duo CFTC-SEC, ils en remettent simplement une couche. Et d'autre part, Coinbase aux États-Unis est aussi en poursuite judiciaire face à la CFTC. Donc voilà, c'est les deux gros géants. Vous savez, aux États-Unis, en finance de marché, on rigole pas avec la régulation. Donc, de toute façon, là, ce qui arrive, Shemseng Zhao fait des déclarations dans le sens c'est surprenant, pourtant nous collaborions, mais en fait, c'était juste administratif. La SEC préparait sa poursuite en justice. Alors maintenant voilà, il va y avoir des suites judiciaires. Ça peut se terminer par un accord, une grosse amende, au pire du pire, par une interdiction de Binance US, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on reproche à Binance ? Aux États-Unis, vous avez Binance US, qui est enregistré aux États-Unis, mais qui ne permet pas d'accéder à tous les actifs. Et puis vous avez Binance.com, l'entité principale, elle qui n'est pas enregistrée aux États-Unis, qui donne accès à tout. Et en fait, voilà, il est reproché à Binance d'avoir laissé des utilisateurs américains passer par Binance.com pour pouvoir trader certains assets et que Binance aurait laissé faire, ce qui est possible, mais ça, bon, c'est pas notre affaire. Voilà, c'est ça le sujet. Donc maintenant, voilà, c'est de toute façon le marché crypto, la thématique de la sécurité des fonds, que ce soit sur les plateformes centralisées, les plateformes décentralisées, ou alors après, il y a le cold storage. Là, le problème, il ne faut pas perdre sa clé, quoi. Mais ça, c'est chacun a sa responsabilité. Et la thématique de la régulation, ça, ce sont les forces endogènes qui mettent la pression sur le marché crypto, mais qui, à mesure que le temps passe, créent un cadre. On parle là du long terme. Donc au final, tout ça, c'est un mal qui peut amener à un bien. Vous voyez un peu l'optimiste parler là. Alors, on verra bien, mais voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, voilà, on verra bien pour la suite des événements. Et puis, il y a toujours les forces exogènes qui mettent la pression sur le marché crypto, dont je parle ici régulièrement. Le cadre cross-asset, la liquidité du marché, le dollar américain, les taux d'intérêt, le marché action, les forces de corrélation. Ce sont aussi des choses dont nous allons parler, car c'est pas cette semaine, pour le coup. Cette semaine, elle est archi classique sur le plan des fondamentaux. C'est la semaine prochaine, avec la Fed qui pourrait, avec un T, A-I-T. C'est du conditionnel, mes chers amis. Mais elle pourrait marquer une pause la semaine prochaine. Mais qui dit pause ne dit pas forcément taux terminal. Parce que le taux de la Fed actuellement, il est à 5,25. Marquer une pause, le laisser à 5,25 le 14 juin, c'est bien. Mais si en juillet, il passe à 5,50, c'est que la Fed ne pivote pas.
Entre-temps, on aura beaucoup de mises à jour de l'inflation. La bonne nouvelle, c'est que l'inflation est attendue vraiment en chute en mai. Alors, on est loin des 2% de la cible de la Fed, mais elle est quand même attendue en chute. Voilà, et donc on passe aux illustrations. Allez, chers amis, c'est parti. On attaque les illustrations. Alors, donc voilà, je regarde hier, enfin hier pour ceux qui regardent la vidéo mardi, mais sinon les liquidations. Alors, forcément, un gros montant de liquidation. On est quoi sur 300 millions de positions longues, bien sûr. On regarde un peu le détail. Bon, bah, c'est du BTC, de l'ETH. Tiens, du PP. Tiens, du PP. Et donc, il y en a encore parmi vous qui traitent du PP. Bon, bah voilà, liquidation de position longue sur PP. Bon, donc, voilà, ça c'est la séance d'hier. Alors, vous avez un article qui explique bien les choses sur Cryptost. Binance et son PDG, Shemseng Zhao, poursuivi par la SEC. Le marché crypto passe dans le rouge. Voilà, quelques détails sont donnés sur cette affaire qui, au final, je vous avais sous les yeux les datas concernant les dépôts-retraits vis-à-vis des plateformes centralisées. Voilà, alors Binance a quand même 545 000 BTC. Il y a eu 13 000, il y a eu un peu de retrait. Il n'y a pas eu de contagion sur les autres plateformes centralisées, si vous regardez overall la courbe. Donc, au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est-à-dire mardi matin, quelque part autour des 9 h, ça reste encore contenu. Alors, cette affaire Binance, elle intervient malheureusement à la veille de la vraie semaine décisive, c'est la semaine prochaine. C'est mardi 14 juin que vous aurez une nouvelle décision de politique monétaire de la toute-puissante Réserve fédérale des États-Unis, The Fed, comme disent nos grands amis anglo-saxons. Et vous voyez ici une petite astérix, c'est-à-dire qu'il y aura le mercredi 14 juin la mise à jour des projections macroéconomiques de la Fed. C'est ça que tout le monde attend, en particulier les projections en matière d'inflation, de croissance économique, de taux de chômage, et en fonction de ça. Alors d'ailleurs, l'inflation, elle est ici, selon le CPI aux États-Unis, en dernière lecture de 4,9. Mardi prochain, mardi 13, mise à jour de ce chiffre, elle est attendue à 4,2, et en juin à 3,2. Donc là, on est vraiment face à des anticipations de chute de l'inflation nominale. Par contre, l'inflation sous-jacente, non. Donc voilà, les vrais temps forts cross-asset, c'est mardi 13 et mercredi 14. Voilà, c'est pour ça que cette semaine, elle est décisive avant l'heure, car elle est décisive pour nous sur le plan technique, sur le plan crypto, mais les fondamentaux supérieurs, eux, n'interviennent qu'à la semaine prochaine. Donc voilà, alors, au final, vous avez ici, je vous ai fait un petit récap de ces fondamentaux classiques. Vous avez en rouge le taux d'intérêt de la Fed, actuellement à 5,25. Oui, ben là, il met 5,06 parce que c'est mis d'orange. Le taux terminal le plus probable, c'est 5,50, mais elle devrait quand même marquer une pause à 5,25 en juin. Les taux du marché, alors récemment, les taux du marché ont remonté. Ce sont les éléments des autres classes d'actifs qui ont mis la pression. Et donc, au final, c'est vrai que pour le 14 juin, donc mercredi prochain, vous avez quand même une probabilité de 77% que la Fed ne monte pas ses taux, mais elle devrait quand même les monter encore en juillet. Quelle étrangeté avant de respirer, de donner de l'air, de baisser les taux d'intérêt. Mais tout ça, ce ne sont des anticipations basées sur des paris, le prix des contrats futurs négociés à la bourse de Chicago sur le taux d'intérêt des Fed Funds. Et tout ceci change du jour au lendemain, c'est ça la magie de la bourse. Et c'est d'autant plus magique que la Fed, si elle pivote, c'est peut-être aussi parce que l'économie américaine sera en récession. Vous avez eu depuis quelques jours la mise à jour de l'indice PMI des services aux États-Unis qui dangereusement arrive proche de 50. Là, vous avez la récession de la crise sanitaire, la récession de la crise financière en 2008, la récession de la bulle Internet. Vous voyez que ça a une sale apparence. Et dans le secteur manufacturier, oulala, c'est pire. Donc, en fait, il y a deux façons de voir les choses. C'est-à-dire qu'effectivement, si l'économie américaine entre en récession, comme le suppose l'indicateur avancé du Conference Board, extrêmement respecté par la haute finance, cela amènerait, encore une fois, à IT un pivot de la Fed. Mais si la Fed pivote, ce qui est bon pour les actifs risqués, mais si elle le fait parce qu'il y a récession, est-ce que c'est vraiment bon pour les actifs risqués? Alors me direz-vous, le cadre macro, c'est en lien avec les perspectives de bénéfices, c'est le marché action. Le marché crypto n'a pas de bénéfices. Bon, alors, mais ça, voilà, ça, mes amis, seul l'avenir nous le dira. Et quel dommage ce qui se passe avec Binance, parce que
Le marché crypto avait pour lui, je vous en parle depuis quelques semaines, la surperformance du Nasdaq. Le marché crypto avait pour lui la surperformance de la tech. Sauf que voilà, maintenant, prenez le Nasdaq Composite, il a fait son petit rallye. Voilà, il arrive maintenant alors, il arrive au contact de résistance court terme. Les supports techniques court terme sont loin. D'ailleurs, en Ishimoku, je suis assez satisfait parce que le principe en Ishimoku hebdo, c'était d'entrer dans le nuage, de viser la partie haute. Et on a même eu... Alors regardez, là on tape ici, pourquoi? Parce que c'est la lagging span qui tape le haut du nuage. Bon, on va pas passer 30 ans sur l'Ishimoku, mais quel dommage. Je vous montre, en fait, globalement, si vous prenez par exemple le secteur de la tech, là je suis face aux... Les actions américaines sont répertoriées dans 11 super secteurs. Là vous avez le S&P 500 Information Technology, donc secteur de la tech. Voilà, ça c'est beau, c'est un bull run, hein, c'est un vrai bull run. Et malheureusement maintenant, bah, c'est suracheté, on est loin des supports. Alors que voilà, le marché crypto n'en a pas profité à cause de ses propres problèmes de sécurité des fonds, de régulation. Pareil, vous prenez en Europe l'indice de la tech. Ouais, regardez, il y a eu, même si c'est moins costaud, le Stoxx Europe 600 Technologies, il a fait quand même récemment un niveau plus haut. Bon, là aussi, ça diverge. Là, c'est dommage. Quel dommage, hein, un moteur dont le marché crypto n'a pas profité. Et malheureusement, ce moteur devrait se tarir un peu à court terme. Alors, le facteur technique dominant n'a pas changé. J'ai titré la vidéo la semaine dernière sur ce sujet, à savoir la corrélation inversée entre la tendance du dollar américain face à un panier de devises et notre ami le Bitcoin. Alors, vous voyez, il est en jaune le dollar US. Je vous avais expliqué que c'était bien à la base le double bottom du dollar US validé en novembre 2021 qui avait déclenché le bear market. Alors, le point bas depuis les 15 000 $, ça a été la baisse du dollar US. Maintenant, la récente correction sous 30 000, ça a été le petit rebond du dollar US. Et voilà, alors, au final, overall, malgré Binance, malgré les problèmes de sécurité sur les plateformes décentralisées, malgré les taux d'intérêt, malgré le rebond du dollar, on n'a pas cassé 25 000. Sauf que là, on y est maintenant. Donc, c'est pour ça que je dis que je me suis permis, avec votre autorisation, de titrer que cette semaine était décisive, parce qu'elle laisse sur le plan technique, même si sur le plan fondamental, c'est la semaine prochaine. Et alors, sur le dollar, j'en ai beaucoup parlé la semaine dernière, je ne vais pas refaire le topo. Moi, j'ai encore un scénario de Dead Cat Bounce, avec un échec qui devrait se faire vers les 105, 90, 106 avant de repartir à la baisse. Mais pour repartir à la baisse, il faut casser un support, il faudrait au moins casser 103. Voilà, là, on est en statu quo. Nous sommes là, maintenant, à nouveau en phase de stand-by sur le dollar. Alors, Bitcoin, on y arrive au titre de la vidéo, une clôture technique hebdo décisive sur plein d'aspects. D'ailleurs, l'aspect chartiste, vous avez ici les bougies japonaises en données hebdomadaires. Prenez donc dans le passé à chaque fois, voilà, lorsqu'on était vraiment reparti à la hausse, il y avait des réactions haussières sur notamment la moyenne mobile à 21 semaines que j'ai mis ici. Vous voyez, elle est propre. Hein. Prenez votre graphique, mettez la moyenne mobile à 21 semaines, vous allez voir, vous allez être surpris. Hein. Je raconte pas je raconte pas des bêtises. Et bon, bah là, on est dessus. Et mieux, la moyenne mobile à 200 semaines. Alors celle-là a un rôle historique incroyable. Hein, regardez ça. Et ben, c'est pour ça que on est dessus. Hein, donc, en gros, on clôture la semaine en dessous. Ben, on est mal. Hein. Enfin, on est mal, c'est fini. Enfin, c'est fini. Oui, le mouvement haussier depuis janvier aura perdu sa structure. On arrive à préserver tout ça. C'est bon. Et décisive, regardez le RSI. Voilà, on arrive sur 50. Pareil, plus le choix. On tient le niveau, on tient tout ça, parce qu'on casse cette conjonction de moyenne mobile, on casse le support des 5 ans sur le RSI hebdo. En fait, on met un point final. En fait, définitivement, le mouvement entre les 15 000 et les 30 000 est révolu. On passe dans une nouvelle séquence, c'est ça que je veux dire, dans sa structure primo-momentum. Alors, là aussi, le ratio Bitcoin S&P 500, voilà, il n'y a plus de place en fait pour une autre mauvaise clôture hebdo. Donc il va falloir se ressaisir d'ici la fin de la semaine. Est-ce qu'il y aura les éléments fondamentaux pour se ressaisir alors que sachant que c'est la semaine prochaine, c'est vraiment... Bon, enfin voilà, vous avez compris le topo. Je vous remontre ici le cours du Bitcoin, cette fois-ci en cours de clôture hebdomadaire. On voit très bien la zone des 30-31 000, hein, qui était la ligne de coup du double top. Bon, après, c'est vrai que bon, le mouvement, là, il reste quand même bien construit en retracement. On n'est pas reparti dans des phases de chute comme ça. Mais voilà, c'est le niveau des... les fameux, de toute façon, voilà, c'est la zone la zone des 25. C'est la zone des 25 maintenant qu'il faut impérativement tenir.
C'est là où passe le niveau de chartiste, c'est là où passent les supports de momentum, c'est là où passent les moyennes mobiles. Alors bon, dans l'immédiat, au lendemain de cette séance de liquidation, il y a un maximum de short. C'est-à-dire que la majorité joue la cassure du support. Est-ce que la majorité sera prise à contre-pied? On verra. En tout cas, les données de funding nous disent que voilà, la majorité joue est massivement short. Ils jouent tous la cassure du support. Bon, voilà, on retrouve la zone. Alors là, je suis en échelle logarithmique. Donc vous voyez la zone des 25 000. On voit bien la zone, c'était la zone d'accélération de la crise bancaire. Voilà, on voit bien la zone latérale. On est dessus, pile poil d'ailleurs. Hein. Le point bas d'hier, c'est le niveau, donc il n'y a pas de secret. 25 000, c'est le niveau exactement. Hier, on a fait 25 350 en mèche basse. La ligne de tendance est là. Là, je suis en log. Hein. Si je passe en arithmétique, la ligne de tendance est plus bas. Qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui fait le mieux? Faut jouer entre les deux. En log, en arithmétique. Je dirais que lorsqu'on travaille à un intervalle de 15 à 30 000, c'est bien de faire les deux. Si on était resté entre 15 et 16 000, ça ne sert à rien d'être en log. Bon. Donc voilà. Donc c'est la zone. Hein. Voilà, c'est pareil par rapport au décompte fractal. Si ça c'est une vague 1, bon bah là la 4 ne peut pas enfoncer. Donc c'est pour ça que je dis qu'elle est décisive sur le plan technique et que cette fois-ci, bah, la réponse, on l'aura. On ne va pas attendre 30 ans. Quel dommage, je dirais aussi, parce que la liquidité du marché continue d'augmenter, malgré le relèvement du plafond de la dette US. Vous avez ici la corrélation positive, je vous rappelle ça, entre en bleu la liquidité générale du marché aux US, du marché interbancaire, en vert le S&P 500, en jaune le BTC. Bon, bah, le SP500 on a profité, mais le BTC avec ses propres soucis, il n'en a pas profité. La capitalisation boursière totale crypto, elle est sur les 1000 milliards, pile poil sur le point bas. C'est marrant parce que l'affaire Binance nous ramène sur le niveau d'avant le décrochage de l'affaire FTX. Binance versus FTX, c'est la petite vengeance, mes amis. Et bon, voilà, pareil, là c'est pareil, hein, il n'y a plus le... Donc voilà, c'est la MM200 semaines aussi qui est là sur la capitalisation boursière totale. Donc voilà, hein, c'est sur ETH, alors ETH, je suis très content parce que j'ai dit beaucoup de bêtises, mais j'ai pas dit de bêtises depuis quelques semaines sur ETH BTC. J'avais défendu cette structure en wedge, on vient de rejoindre la partie haute. Voilà, donc ça je suis très content et je pense que tôt ou tard on sortira par le haut. Donc voilà, c'est au moins là-dessus je peux avoir un bon point, une image peut-être, une image, mais voilà, bon, pas forcément sur les autres choses. Donc ETH, moi je reste bull tant qu'on tient les 1700, c'est ce qui permet d'avoir encore une vague 4 correcte. En dessous, bah, c'est pas beau, c'est la MM 21 semaines, etc. etc. Binance est sous pression. Je surveille cette ligne de tendance en hebdo. Je peux vous montrer ça en log, en arithmétique, voilà. De toute façon, sur Binance, moi j'ai toujours dit qu'en dessous de 350, il n'y avait rien à espérer. Maintenant, on arrive ici dans une zone de support qui va être clé, qui passe un peu plus bas. Vous la retrouvez ici en données journalières, elle est là. Je surveille donc la zone des 250-255. Si vraiment il n'y a pas de mauvais news flow, c'est une zone qui pourra attirer des acheteurs, la trendline, etc. Vous voyez, c'est pas n'importe quel prix. Hein. C'était aussi la base du point bas ici de l'été 2021. Donc c'est pas non plus des cacahuètes. Et c'est la zone à surveiller. Et le token INJ, ben ça montre quand même qu'il y a des jetons qui font leur propre life. Donc par contre, attention, objectif atteint, enfin pas pour moi, mais objectif chartiste. Vous aviez ici un double bottom, ligne de coup, j'ai mis ici une extension de Fibo, objectif 1 pour 1, c'est fait. Voilà. La cible du double bottom a été faite. Donc ceux qui ont eu la chance, ceux qui ont eu l'intelligence, le trade rationalo-technico-fondamental, pour en profiter, well done, bien joué, mais vous avez un objectif atteint. Maintenant, la suite, c'est quoi? Cette trendline, elle ne va pas durer éternellement, elle est trop pentue. Pour l'instant, on est encore au-dessus. Si jamais elle casse, qu'est-ce qui se passe? On ira chercher ce niveau-là, les 5,66 qui pourraient faire support avant de repartir. Il faudrait vraiment pour accélérer que la lagging span sorte par le haut du nuage, ici, en données hebdomadaires. Et voilà, chers amis, ainsi s'achève le Cryptos Technical Briefing. Merci d'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. Et puis on se revoit la semaine prochaine. Salut!